Quelles sont les opportunités PEA-PME du mois d'avril 2026? C'est ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. Comme chaque mois, on met à jour le screener PEA-PME sur Investing Pro. Vous avez 15% de réduction via le lien en haut à droite de l'écran. Le screener, on a ces filtres-là, donc une CAPI entre inférieur à 1 milliard d'euros. J'ai mis 100 millions minimum, comme ça, bon, on enlève les dossiers micro-cap. J'ai un screener spécifique que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On va prendre un levier en dette nette sur EBITDA inférieur à 5. Bon, ça pourrait être même 3, en fait, 5 c'est un peu large. On va mettre du coup pays d'exploitation France, évidemment. Une rentabilité supérieure à 7% pour avoir des dossiers qui ont un minimum de qualité. Donc là, on est sur les critères PEA-PME, c'est-à-dire moins de 5000 employés, un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard, un actif total inférieur à 2 milliards. Alors dans l'histoire, il y a un ou. Moi j'ai mis un et parce que le screener ne permet pas de mettre un ou, mais bon, globalement, on a les critères PEA-PME. Une valorisation qui reste inférieure à 7 fois la valeur de l'entreprise sur EBITDA, la croissance en rythme annualisé sur 5 ans supérieur à 0% pour avoir des dossiers qui ont un minimum de croissance. On enlève les biotech, de toute façon, il n'y en a pas dans cette liste avec ces critères. Hop, on ferme ces critères et on obtient 6 dossiers. Ça se resserre un petit peu, il y a un peu moins de dossiers ces temps-ci sur les critères PEA-PME. Alors, les colonnes du screener, le nom d'entreprise ici, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, un type de valorisation par rapport aux actifs tangibles, le PEG ratio pour les valeurs de croissance. Est-ce qu'il y a vraiment une valeur de croissance là-dedans? On voit que les rentabilités sont un peu faibles, peut-être sur freelance. Le rendement des capitaux investis, rentabilité opérationnelle, le rendement des fonds propres, ça c'est une rentabilité financière, le levier en termes de dette nette sur EBITDA et en termes de dette nette sur fonds propres, et le rendement du dividende quand il y en a un, et sa pérennité par rapport au free cash flow. Donc là c'est un payout ratio en termes de free cash flow du dividende. Alors, le premier dossier en termes de market cap, il faut d'abord trier par market cap, et ça va être voyageurs du monde. Alors, on est dans le tourisme. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception de voyages un peu sur mesure pour du coup une clientèle plutôt fortunée puisque c'est quand même du haut de gamme. Attention, quid de l'impact de la guerre en Iran sur ce genre de dossier, sur le tourisme. Je pense surtout au prix des carburants pour les avions, hein, donc il faut faire attention, est-ce qu'il y aura un impact là-dessus? En tout cas, 733 millions d'euros de market cap, on est à 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, c'est quand même une valeur de croissance, hein. 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 13 en PE, 13 en price free cash flow. C'est value pour moi. On est sur un PEG ratio qui est à 0,81. Vous payez 81 centimes, 1 euro de croissance des bénéfices supplémentaires. Pas très cher, pas très cher. On est à 18% de rendement des capitaux investis, ça c'est très bien. Une très très bonne rentabilité, beaucoup de cash net. Ce cash net n'appartient pas aux actionnaires, il appartient aux clients de Voyageurs du Monde, puisque ce sont des avances pour réaliser les voyages. Donc on ne va pas le redistribuer sous forme de dividendes spécial. En revanche, on touche des intérêts de placement, puisqu'ils peuvent mettre ça en placement de trésorerie, ça rapporte peut-être 2, 2,5%. C'est toujours ça à prendre pour les actionnaires. 3,5% de rendement du dividende, 45% des free cash flow. Ce dividende est sécurisé, il va continuer à augmenter. Pour Voyageurs du Monde, c'est peut-être un peu contrariant actuellement, mais moi je pense que c'est un dossier qualitatif et ça vaut le coup de le creuser. Voilà. Donc pertinent à regarder. Groupe Pizzorno, on est sur la gestion des déchets, ils sont originaires de Draguignan, il y a une OPA de Paprec, mais ils veulent pas sortir le groupe de la côte, ils veulent simplement prendre un bloc important du groupe. On est sur 281 millions d'euros de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Vu le secteur d'activité, c'est pas mal. On est à 3 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 11 en PE, 19 en price to free cash flow. 3 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est vraiment pas très cher du tout, hein. 10% de rendement des capitaux investis. On est sur quasiment du cash net, enfin très peu de dette, et un dividende de 4,1%, bien sécurisé à 39% des free cash flow. Bon, groupe Pizzorno, c'est complètement le genre de business oublié par le marché. Mais au final, ça vous livre un dividende intéressant et c'est toujours pas très cher, hein, donc, et il y a un petit peu de croissance. Donc à nouveau, c'est un dossier qui se regarde tranquillement. Bastide, le confort médical. Alors celui-là, il n'est pas sorti dans le screener depuis très longtemps. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est une boîte qui est spécialisée dans le soin à domicile. Donc au lieu de mettre les gens en maison de santé ou en maison de retraite, ils sont soignés à domicile. Donc c'est un modèle d'affaires qui est plutôt du coup un peu plus asset light que les anciennes maisons de retraite style Corian et Emeis. Donc on est sur
214 millions d'euros de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est pas mal. On a un petit peu de croissance, bon c'est un secteur de croissance hein, malheureusement, mais c'est un secteur de croissance avec le vieillissement de la population. 6 à valeur d'entreprise sur EBITDA, 18 en PE, 3 en price to free cash flow. Alors il y a peut-être un biais sur le free cash flow, attention il faudrait regarder, mais bon, en tout cas en valeur d'entreprise sur EBITDA à 6, c'est vraiment pas cher, 7,4% de rendement des capitaux investis. Bon, une rentabilité qui monte un petit peu. Alors ce qui est intriguant, pourquoi est-ce que le levier, pourquoi est-ce que le ratio dette nette sur fonds propres est aussi élevé? Est-ce qu'il y a eu une variation des capitaux propres? On voit aussi que le rendement des fonds propres est très élevé par rapport au rendement des capitaux investis. Ça nous dit que à mon avis, les capitaux propres ont varié, donc ils ont peut-être fait un plan de rachat d'actions. À vérifier. 2,8 fois l'EBITDA en dette nette, c'est un petit peu endetté. Je pense que c'était très endetté à un moment donné, et ils ont réussi à continuellement baisser le levier. Ça explique aussi pourquoi on n'a pas de dividendes, et je pense qu'ils ont priorisé le remboursement de la dette. Bon, on est sur une boîte qui se paye pas très cher, qui a un secteur défensif avec un petit peu de croissance. Parfois, ça se regarde également, hein, c'est intéressant. Et c'est pas médical, c'est pas on va dire de la pharma avec les risques statistiques pharma. Là, on est dans du médical, d'accord, mais bon, il n'y a pas de risque de litige ni de procès, hein, sauf mauvais traitement. Mais ça c'est une autre histoire. Fountaine Pajot, on est dans la conception de yacht, donc consommation discrétionnaire, donc attention, ça peut quand même pâtir de la santé du consommateur. On est sur 183 millions d'euros de market cap, 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est à 1,6 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et puis le temps qu'on la regarde, elle est toujours entre 1 et 2, mais de mémoire, elle était quand même plus proche de 1 que de 2, on va dire les mois précédents. Donc actuellement, je pense que le multiple est en train de se redresser quelque peu. C'est pas très cher, hein. Évidemment, le marché n'aime pas ce genre de business très cyclique. On est sur 13,5% de rendement du capital investi. Voilà, rentabilité très bonne, hein, même si c'est intensif en capital. Donc. Alors, ils sont bien aidés aussi parce qu'il y a un BFR négatif. On voit qu'on a une énorme trésorerie nette. Et en fait, ça, c'est le BFR négatif qui vient gonfler la trésorerie nette. Cette trésorerie nette, elle est pas redistribuable aux actionnaires. C'est à nouveau les clients qui posent du cash pour qu'on réalise les yachts. Donc, ça aide quand même la rentabilité du groupe. C'est bien, à 13,5. Et on a 2,6% de rendement du dividende. Alors, ils ont pioché dans la trésorerie pour verser des dividendes, mais ils ont les moyens de piocher dans cette trésorerie, donc pourquoi pas. Bon, ça reste cyclique, ça fait quand même quelques temps hein, que ça reste collé à un multiple plutôt bas et que ça décolle pas. Donc bon, c'est le genre de dossier, vous pouvez attendre longtemps qu'il y ait un catalyseur, mais en tout cas, il y a une énorme marge de sécurité, donc c'est pas très, c'est cyclique, oui, c'est volatile, oui, mais est-ce qu'il y a un potentiel de ruine complète sur ce dossier? Pas du tout, puisque vous avez une trésorerie nette abondante et une valorisation qui est à la casse. Donc intéressant à regarder. Precia, on est dans un leader mondial du pesage de précision. Donc ça c'est une petite niche, mais ils sont pas mal. Hein. Alors un leader mondial, je ne sais pas qui sont les plus gros sur le secteur, mais bon, on est à 154 millions d'euros de market cap, 4,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a un petit peu de croissance, 5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 12 en PE, 8 en price free cash flow. C'est pas très cher du tout, 9,1% de rendement des capitaux investis, bon, rentabilité correcte on va dire, et du cash net. Alors ça, je pense que ça appartient aux actionnaires par contre. Donc peut-être qu'ils devraient le reverser en sous forme de dividende. 2,3% de rendement du dividende, 13% des free cash flow, dividende sécurisé qui va pouvoir augmenter tranquillement. Hein, si on est qu'à 13%, il y a de la marge. Donc là, on est sur un beau petit dossier, tranquille, défensif, bonne rentabilité. Voilà, une petite PME qu'on peut laisser en portefeuille grandir. Et ça, sur le très long terme, ça crée de la valeur. Hein. Pourquoi ça crée de la valeur? Parce que vous regardez, le rendement des capitaux investis, il est à 9% sur ce genre de business. À mon avis, le coût moyen pondéré du capital, il doit être à 6,5-7%. Donc ça tranquillement, ça va générer des intérêts composés en portefeuille, tranquillement. Voilà, donc ça se regarde également. Freelance, on est dans une plateforme de freelancing. Ça me fait penser que il y a Fiverr, qui est une plateforme de freelancing cotée aux États-Unis de mémoire, qui s'est fait complètement déchirer sur le narratif intelligence artificielle. Je me demande si freelance.com va pas avoir le même effet. Hein. En fait, on est aussi sur les mêmes problématiques que les ESN. Quelle est la valeur ajoutée des prestations des freelances qui sont sur la plateforme? Est-ce que c'est de la haute valeur ajoutée? Donc dans ce cas-là, c'est pas remplaçable par l'IA. Est-ce que c'est de la faible valeur ajoutée? Ce qui était un peu le cas de Fiverr. Dans ce cas-là, c'est remplaçable par l'IA et donc du coup, la plateforme verra moins de commissions puisqu'il y aura moins de freelances qui auront du travail. Bon, au niveau des chiffres, on a 136 millions d'euros de market cap, 35% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 4 en PE, 5 en price to free cash flow, 6 en price to free cash flow, 5 en PE. Et 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc c'est pas cher du tout. Par contre, la rentabilité est pas tip top. Hein, c'est pas intensif à capital comme métier. Donc 7,3%, ça pourrait être meilleur. Maintenant, c'est comme ils ont une énorme croissance, ils sont en train, à mon avis, d'améliorer leur rentabilité. Ils ont franchi leur seuil de rentabilité récemment.
0,6 fois l'EBITDA en dette nette, 11% des fonds propres, la dette est maîtrisée, 3,9% de rendement du dividende, 25% des free cash flow. Bon, les dividendes sécurisés. Donc voilà, ce dossier-là, quantitativement, c'est intéressant. Qualitativement, il faut voir quelle est la valeur ajoutée des freelances sur cette plateforme. Est-ce qu'ils seront remplaçables par un agent, par un LLM avec des agents? Ça, je ne sais pas. Il faut creuser. Donc, si on fait un top, moi, je serais tenté de faire un top 4. Je ferai en numéro 1, voyageur du monde. J'aime bien. LVDM, up. Alors, quid de l'impact de la guerre? Ça, bien sûr, il faut creuser spécifiquement, mais la clientèle fortunée, ma foi, elle est peut-être moins impactée. En numéro 2, on peut se faire, Precia. J'aime bien Precia, vu le modèle d'affaires. Pas de problème, c'est très résilient. Au niveau numéro 3, on peut se mettre du Pizzorno. Pareil, modèle d'affaires très résilient, c'est une utility. Bon, donc il n'y a pas de problème. Et en 4, on va se mettre Bastide. Ça se regarde aussi. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.